Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle d'argentique, de la vie quotidienne, de travailler son regard, d'avoir de l'intention, de faire ses propres tirages, de ralentir et de prendre son temps, de casser les règles, de travailler sur des séries, d'y aller à fond, de ce qui a déjà été fait et refait, d'un de mes sites web préférés, de la bonne recette pour être publié, mais surtout, on va parler de photographier ceux qui photographient pendant qu'ils photographient ce qui est trop photographié. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Valentine de Villemeur. Je te vois sourire, ça fait quel effet d'entendre son nom dans le générique? Ça fait bizarre. C'est la première fois que je fais un podcast, donc c'est marrant, c'est bizarre. C'est Mais ce que je te disais, j'espère que ce sera que le premier et que je pourrai me la péter indéfiniment en disant c'était moi le premier à recevoir. Ce sera toujours ma grande fierté. Bienvenue dans cet épisode, Valentine. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation, j'allais dire justement. Je t'ai rencontré, découverte sur un site que j'adore qui s'appelle Japan Camera Hunter, qui fait des interviews visuelles. Est-ce que tu peux juste nous résumer rapidement ce que c'est avant l'elevator pitch pour que les gens comprennent, et je mettrai l'adresse de cette interview dans les notes d'épisode parce qu'il faut absolument, avant d'écouter l'épisode, que vous alliez voir au moins la première photo de cette interview. Donc c'est une interview visuelle où tout simplement on me pose des questions et je réponds en photo. Et c'est pas du tout des questions sur la technique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des questions assez originales et ça permet de bien s'amuser à répondre. Et c'est vrai que moi j'ai répondu avec beaucoup d'humour, je pense. Je me suis bien amusée à répondre à ces questions. Elle était géniale cette interview. Toutes les réponses en fait sont tombent pile et on comprend qui tu es en peu d'images finalement. C'est assez rigolo et c'est une des choses que j'aime bien d'ailleurs sur Japan Camera Hunter, c'est qu'à la base c'est un Anglais qui vit au Japon, qui cherche des caméras argentiques pour ses clients en Europe, donc ça pourrait être un truc de geek absolu et totalement incompréhensible. Et en fait, ils ont réussi à en faire quelque chose d'hyper sympathique, d'hyper agréable, où à chaque fois que tu y vas, tu en retires quelque chose photographiquement, et je trouve que c'est absolument génial. On va attaquer par l'elevator pitch, donc tu connais le principe, tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre avec toi, il te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu as 3 étages pour lui répondre, qu'est-ce que tu lui dis? Donc je lui dis, je m'appelle Valentine de Villemeur, je suis une photographe basée à Dublin et je fais de la photo de rue. Mon travail se base sur la recherche d'histoires, de moments et de scènes de la vie quotidienne. Je travaille exclusivement à l'argentique et je fais mes propres tirages en chambre noire. C'est beau. C'est un beau résumé, je trouve. Pourquoi tu es basée à Dublin? Je peux te poser la question ou pas? Oui, bien sûr. En fait, mon mari a eu un travail ici à Dublin et donc je l'ai suivi. T'as suivi? Tout simplement. Une belle aventure en tout cas. Oui. Avant, on était à Milan et là, on a bougé à Dublin, donc on bouge pas mal. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Eamon Doyle, puisque street photographe Dublin, a priori, c'est lui. Est-ce que ça te parle, son travail? Est-ce qu'éventuellement, ça va peut-être t'influencer par la suite? Son nom me dit quelque chose. Faudra que j'aille vérifier son travail. Après, je viens de déménager à Dublin il y a 1 mois, donc c'est tout récent. Donc c'est vrai qu'il faudra que je regarde et peut-être ça m'inspirera pour la suite. T'as eu à peine le temps de t'installer pour l'instant. Est-ce que t'as déjà fait un petit tour de la ville quand même ou Un petit peu, ouais. Mais faudrait que je prenne un peu plus le temps. Tu vas découvrir une belle série qui s'annonce en tout cas. On va passer à la partie philosophie photo. La première question, c'est quelles sont tes influences? Est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférées? Oui, alors la première à qui je pense, c'est Vivienne Mayer. C'est une photographe que j'admire beaucoup et j'ai vu récemment son expo à Paris qui se trouve au Jardin du Luxembourg. Elle est terminée, et en fait, pardon? Elle est terminée malheureusement. Oui, malheureusement, maintenant, elle est terminée. Mais je l'ai vue à l'époque et en fait, son travail, c'était un peu comme une claque dans la figure. J'ai trouvé vraiment son travail incroyable. D'autant qu'en plus, c'est une femme et une femme dans la street photographie, c'est assez
rare, j'ai envie de dire. Et ça m'a vraiment fait réfléchir en me disant si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Et c'est vrai que c'est du coup une vraie influence. Sinon, je pense à plusieurs photographes comme Raymond Depardon ou Joël Meyerowitz. Et pour nommer un photographe contemporain, je pense au photographe américain qui s'appelle Joe Greer, qui fait des photos de New York. Il a sorti un livre il y a quelque temps justement sur la ville de New York, et je trouvais ça très rafraîchissant de voir un travail sur New York aujourd'hui et non pas autant des grands photographes comme Joël Meyerowitz, par exemple. C'est clair. Alors juste sur Viviane Mayer, il y a une chose que je voudrais ajouter. Alors la première, c'est que déjà, je t'ai un petit peu plus loin, je te compare un petit peu à Viviane Mayer. Il y a des choses que tu fais qui sont dans sa veine. On y reviendra un petit peu plus tard. La deuxième, c'est que après cette expo, moi, je me suis mis à lire le livre Viviane Mayer révélé. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un gros livre bleu qui raconte sa vie. Je l'ai pas lu, j'aimerais bien l'acheter, mais j'ai vu son documentaire et j'ai trouvé ça incroyable, l'histoire. Alors, le documentaire a presque 10 ans maintenant, le livre est extraordinaire. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que Viviane Mayer, on a à peine commencé à gratter la surface de son travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait, je crois il a acheté en 2007 les photos, elle est morte en 2009, on a commencé à en parler au début des années 2010. On est en 2022, donc ça fait une dizaine d'années. On est à peine au tout début de ce qu'on découvre d'elle. C'est-à-dire qu'on a à peine la capacité aujourd'hui de faire sa biographie. Anne Marks, qui a écrit le livre, a passé 10 ans à creuser qui elle était, à découvrir qui elle était et à retracer sa vie. Et on sait en fait peut-être 20% de ce qu'on a à savoir sur Viviane Mayer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore 10 à 20 ans de découvertes la concernant qui arrive. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce que si les gens ont l'impression d'en avoir fait le tour, je suis à peu près certain que c'est loin d'être le cas. Et tu parlais de Joël Meyerowitz. Plein d'autres photos à découvrir. Exactement. C'est moins la signification. C'est extrêmement profond, en fait, Viviane Mayer, parce que c'est une classe sociale à une époque bien définie de l'Amérique. Et c'est quelqu'un qui s'est totalement coulé dans sa classe sociale et en même temps qui s'en est extraite par la photographie. Et c'est extraordinaire. Enfin, ce livre, je pense que ça devrait être une lecture quasi obligatoire pour tous les jeunes photographes, parce que comprendre les motivations derrière, c'est assez incroyable. Et tu parlais de Joël Meyerowitz, il y a aussi un livre de lui aux éditions Erol qui est sorti, et c'est certainement le meilleur livre que j'ai lu en termes d'instruction de street photographie. Donc ça, c'est pareil, c'est un livre à lire à tout prix. Je me permets cet aparté parce que tu cites des références qui me parlent beaucoup, et franchement, ces 2 livres-là que j'ai lus, je les ai trouvés extraordinaires et c'est vraiment hyper important. Et je te repasse la parole, pardon. Non, pas de problème, il va falloir que je les lise, ces livres, du coup. Non, mais c'était tout par rapport aux influences de photographes. Qu'est-ce qui te fait déclencher, du coup ? Ce qui me fait déclencher, du coup, ça dépend en fait du moment. Ça peut être tout simplement un jeu de lumière, un jeu de couleurs ou une scène qui a de l'humour, justement. Comme ça peut être un moment assez précis. Je pense par là à une photo que j'ai prise à Paris. Justement, c'est une photo où j'étais près du jardin du Luxembourg et j'entends du bruit de gamins qui parlent et qui rigolent. Et en fait, il s'agit d'un groupe de jeunes scouts. Et en fait, justement, je me retourne et j'essaye à un peu m'imposer. Et je me place devant le groupe d'enfants, je laisse passer quelques gamins et j'en entends un qui dit « Hey, regarde » à son copain qui l'a pris par le cou. Et en fait, je sais que dans la seconde qui suit, il faut que je déclenche, quoi, parce qu'il y a un moment qui va se passer. Du coup, voilà, j'essaye parfois aussi de provoquer ce déclenchement et d'anticiper un maximum. Tu l'as dit en intro, tu fais de la photographie argentique. Pourquoi, déjà, on va commencer peut-être par la question évidente, pourquoi de la photo argentique et pas de la photo numérique ? Alors déjà, j'ai commencé la photo en numérique comme beaucoup de monde. D'ailleurs, pendant tout un moment, j'osais à peine faire 2 photos la même à l'argentique parce que j'avais trop peur d'utiliser toute ma pellicule. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que quand je shootais au numérique, en fait, je faisais 35 photos de la même chose et en fait, je réfléchissais pas. Je me disais que justement, il y en a bien une qui va être bonne, donc je m'en fiche, je fais plein de photos. Et
je travaillais pas assez mon regard, du coup. Il y a un peu eu ce déclic à un moment où justement je me suis dit, il faut que je shoote à l'argentique, comme ça je sais ce que je fais, j'apprends la technique et je donne plus d'intention à mon travail et à ma photo. D'accord, mais c'est rigolo parce que tu vois, moi je viens de m'y mettre sérieusement à la photo argentique. Et au moment où t'es arrivé sur la room pour enregistrer l'épisode, j'étais en train de regarder les photos que j'ai reçues. Et donc, j'ai l'habitude de photographier des fêtes. Et là, je suis allé à l'anniversaire d'une de mes cousines avec juste mon petit appareil argentique. Et toutes les photos que j'ai faites sont horribles. Je suis censé savoir faire ça, mais du coup, j'ai tout fait à l'argentique. C'est dégueulasse. Et je me rends compte, ce que tu viens de dire, que on a tellement l'habitude avec le numérique de shooter, de faire plein de photos moi j'ai perdu ce rythme de faire une photo bonne. Oui, non mais je comprends et moi ça m'a permis de tout déconstruire en fait parce que j'ai appris toute une certaine technique au numérique et en fait l'argentique j'ai un peu l'impression que c'est totalement l'inverse et donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder des tutoriels sur YouTube pour justement un peu déconstruire ce que j'avais appris et justement améliorer mes photos à l'argentique parce que c'était pareil au début, tout était raté. Tout était décalé en fait. Ouais. Tu sens la différence maintenant ? Ça fait combien de temps que tu t'es passé du numérique à l'argentique ? Ça fait à peu près 1 an et 1 an et demi. D'accord. Depuis que j'ai commencé professionnellement au final et je sens que je photographie avec plus d'intention et que je réfléchis plus à ce que je veux photographier. Il y a un autre effet secondaire au fait d'être en photo argentique, c'est que tu fais tes propres tirages. Oui. Ça t'apporte quoi de faire ça ? Ça m'apporte une finalité. Par là, je développe pas encore moi-même mes pellicules. J'aimerais bien le faire un jour, mais je manque un peu de place dans ma salle de bain. Mais ça m'apporte une finalité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours derrière nos écrans, on voit nos photos à travers nos écrans, à travers Instagram. Et justement, passer du temps hors écran, c'est vraiment magique parce qu'on voit apparaître la photo, c'est moi qui contrôle les couleurs, les contrastes, etc. Donc, il y a aussi cette maîtrise que j'aime beaucoup. Je suis un peu perfectionniste parfois, donc je peux passer beaucoup de temps à tirer une photo, mais le résultat en vaut la peine. D'accord, oui, par rapport à Photoshop qui est du boulot, là c'est un vrai plaisir, quoi. C'est presque un loisir. Oui, alors je déteste éditer mes photos, je passe le moins de temps possible, alors que justement au tirage, je peux passer des heures parce que c'est pas tout à fait droit ou alors c'est un tout petit peu trop magenta, du coup il faut recommencer. C'est le côté passion justement. Oui, c'est vrai, c'est le côté passion. Qu'on a peut-être un peu perdu maintenant où il faut être très productif tout le temps, et là c'est une chose qui peut te permettre de prendre ton temps. Mais l'argentique m'a permis aussi de justement prendre mon temps et redécouvrir la photo. Parce que justement, comme tout va très vite, de nouveau, en numérique, il faut poster tout le temps sur Instagram, il faut faire plein de photos. Justement, l'argentique m'a permis de me poser et de me dire, c'est pas grave, on s'en fiche si on poste pas des photos tous les jours, on s'en fiche si on fait que 2 photos au lieu de 40. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ça, justement, je pense que le fait de ralentir fait que les photos sont mieux. Tu penses que si tu reprenais un appareil argentique, tu shooterais différemment aujourd'hui ? Sûrement. Plus posément ? Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que j'aurais un regard différent, justement. Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux dans ton portfolio, et c'est pas évident de commencer comme ça, surtout que tu es assez jeune, on en a parlé en préparation, je peux dire ton âge ? Oui, bien sûr. T'as 26 ans. La plupart des street photographes qui démarrent vont fonctionner à l'image. C'est une qualité autant qu'un défaut, c'est-à-dire que ça te permet de te lancer sans trop de pression. En même temps, être capable de raconter une histoire complète dans une seule image, faut quand même beaucoup de talent. Et la plupart des gens sont un peu intimidés par l'idée de fonctionner en série. Toi, tu fonctionnes très facilement et très rapidement et très bien en série. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à baser ton travail sur la série, puisque c'est l'essentiel de ce que tu montres, en fait, c'est des séries. Oui, en fait, j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait une école de photo. Et pendant nos cours, justement, ils nous apprenaient beaucoup à travailler en série. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée. Je passe beaucoup de temps aussi à regarder des livres photos, faire des expos. C'est quelque chose qui me passionne. Et je pense que ça m'a aidé à être plus critique déjà de mon travail et à me dire comment faire
que les images se parlent entre elles. Parce qu'une photo individuelle, c'est très beau et j'en ai plein qui marchent toutes seules. Mais comment raconter quelque chose? C'est vrai que le but final, plus tard, j'aimerais beaucoup faire un livre. Et c'est vrai, enfin, je pense que c'est d'ailleurs le but de beaucoup de photographes. Mais c'est vrai que je me dis, OK, les photos toutes seules sont belles, mais comment ça pourrait marcher pour un livre, par exemple, un jour? Donc, j'ai souvent ça en tête quand je fais des photos. T'as déjà cette réflexion tout de suite de créer dans ton travail une cohérence, en fait. C'est ça, exactement. Le premier projet dont on va parler, c'est un projet que tu as fait à Naples. J'avais noté, on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer, j'avais noté que c'était probablement à l'occasion d'un voyage et tu m'as expliqué que c'était une résidence. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, de base, j'ai découvert cette résidence justement au voyage. J'étais partie quelques jours à Naples et en fait, l'hôtel dans lequel je restais offrait des résidences pour certains artistes, pas spécialement réservées à la photo, mais aussi à des écrivains, des artistes, des peintres, etc. Et tout simplement, par la suite, j'ai postulé et ils étaient intéressés par mon travail justement de photo de rue. Et du coup, j'ai passé au mois de novembre 10 jours à me balader dans les rues de Naples, à faire plein de photos. Et c'était une expérience très très rafraîchissante. J'ai beaucoup appris. Je pense que il y a sûrement d'autres choses. Comment dire? Il y a sûrement beaucoup de choses que j'aurais pu faire différemment. Mais j'ai adoré cette expérience. Je pense aussi que ça m'a aidé justement à ne plus être timide derrière l'appareil. Par là, je pense que comme je sais que je reverrai jamais ces gens, j'osais les approcher, leur demander est-ce que je peux vous prendre en photo. Je pense à une photo d'une nonne qui était qui était devant son église et on se comprenait pas. Moi, je parlais pas très bien italien, elle parlait zéro anglais. Et je lui montre mon appareil en lui demandant de la prendre en photo. Elle hésite un peu et puis elle ouvre la grille, elle me fait rentrer et d'elle-même, elle va se mettre en position pour être photographiée. Et même si on a échangé que quelques mots où on se comprenait pas, cette photo est incroyable. Je crois que c'est une des plus belles de la série. En tout cas, personnellement, je trouve. Et ça m'a beaucoup appris justement à faire tomber le masque. C'est des séries que tu as publiées, c'est la première que tu as réalisée? Alors, c'est pas la première série que j'ai réalisée, mais c'est la première où je me dis il y a un début et une fin, où j'en suis assez fière finalement, et que justement le fil rouge de la série se met bien. D'accord. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que le fait d'avoir été à l'étranger, un peu en mode, c'est pas, j'aime pas l'expression en mode touriste parce que ça sous-entend que c'était pas sérieux, mais le fait d'être une étrangère, d'être loin de chez toi, ça t'a aidé à te lancer, à te légitimer, à prendre ça au sérieux, en fait? Oui, exactement. En plus, le fait de me dire, j'ai rien à perdre en fait. Justement, c'est une résidence, ils m'ont donné cette opportunité. J'aurais peut-être jamais cette opportunité de nouveau, donc autant y aller à fond. Et je pense qu'aussi les Napolitains sont très ouverts, ils sont assez fiers justement. Ils sont fiers de leur pays, fiers d'être à Naples. Et du coup, c'est un peu ce mélange de tout ça, où eux sont fiers et moi j'ose. Et donc du coup, ça marche. Ça a fonctionné. D'ailleurs, l'Italie, c'est inépuisable en termes de photos. Moi, c'est certainement un de mes pays préférés. C'est authentique, il y a de tout. T'as des décors extraordinaires. Les gens sont hauts en couleur. Il y a une élégance là-bas qu'on retrouve dans aucun autre pays, je trouve. Franchement, c'est inépuisable l'Italie pour moi. Et pour le coup, j'aimerais bien. Je suis assez d'accord. J'aimerais bien aller faire un petit saut là-bas maintenant qu'on en a parlé. Sur le principe des séries, je pense qu'il y a cette espèce de mythologie pour tous les gens qui regardent ça de loin, qui ont tendance à imaginer que c'est très compliqué de faire une série, qu'il faut avoir l'idée géniale à tout prix, qu'il faut savoir dès le départ où on va. Enfin, on s'en fait toute une montagne. Moi, je sais qu'en tout cas, pendant longtemps, je m'en suis fait toute une montagne. Et tu m'as fait réaliser une chose, c'est que le principe d'une série, parfois, ça peut naître des idées les plus simples, voire d'aller à contre-courant carrément d'une autre idée. Il y a une série sur ton site qui s'appelle Behind Their Backs.
Si on prend la théorie, je pense qu'à l'école, on a dû t'expliquer que c'est à peu près tout ce qu'il faut pas faire. Prendre les gens de dos. De cette manière-là, on a dû t'expliquer qu'il fallait aller communiquer avec ton sujet, qu'il fallait, enfin, tu vois, si on prend les règles strictes de la photographie, même la manière dont tu les prends en photo centrée, tu vois, ça rentre pas tout à fait dans le cadre de ce qu'on va t'apprendre à l'école. Et pourtant, elle fonctionne bien, cette série. J'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu, que tu nous expliques ce qui fait qu'elle fonctionne. Et bah, déjà aussi pourquoi tu fais cette série-là alors que a priori c'était pas forcément le sujet le plus évident en fait à mettre en scène. Bah déjà, j'aime bien casser un peu les codes. Ouais. Justement, je pense qu'on nous a appris beaucoup de choses à l'école et c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de technique pour se faciliter la tâche. Mais c'est vrai que une fois qu'on a la technique, et ben, c'est important aussi de casser ça et faire justement l'inverse. Et donc cette série se base aussi du fait que c'était en plein Covid, tout le monde avait les masques dans la rue. Et j'en avais un peu marre de prendre des gens dans la rue avec des masques parce que au final c'est un peu moins intéressant. Et du coup je me suis dit bah tiens, et si je faisais sous un autre angle. Et de base j'adore prendre les gens de dos. Je trouve que il y a toujours des détails qu'on voit pas et on fait plus attention aux expressions, etc. Alors que moi justement j'adore prendre les gens de dos. Donc c'est venu de ça, de changer d'angle et de regarder les gens sous un autre angle. Ça t'oblige à chercher des détails aussi, non? Oui, c'est vrai. Moi, j'adore regarder les détails. J'ai beaucoup de photos que je publie pas, mais parce qu'ils sont pas très axés photos de rue, mais c'est des photos de détails, d'ombre, etc. J'aime beaucoup jouer avec ça. Moi, je me suis demandé pourquoi elles fonctionnaient, ces photos, justement, alors qu'a priori, il y a toutes les raisons pour qu'elles fonctionnent plus difficilement. En fait, là, je les ai sous les yeux. La première, c'est une dame avec un manteau moutarde dans un environnement très gris, donc en fait, elle est hyper découpée. La deuxième, c'est une dame, pareil, dans un environnement gris, habillée en bleu avec un sac à dos orange et des livres sur la tête, donc tu as l'action et tu as les couleurs qui tranchent. T'en as une avec une dame avec un sac avec la rose qui sort du sac. T'as toujours une action, t'as toujours un truc qui sépare en fait les sujets. Elle est prise où cette série? Elle est à travers le monde? Il y a un endroit précis? Elle est à Milan. D'accord. C'était justement pendant entre les confinements plutôt. D'accord. Et dès que j'avais une chance de sortir, je sortais, donc je prenais les gens sur mon chemin. Et c'est vrai que c'est plus axé sur le détail, par exemple la rose ou les livres. Il y a une photo d'un monsieur qui a une petite couette. Ouais. Et du coup, c'était plus axé sur les détails. D'accord, donc ça t'oblige quand même à chercher. C'est pas au hasard, t'es derrière quelqu'un, tu prends une photo, ça t'oblige quand même à chercher des détails. Est-ce que tu suis les gens, par exemple, pour cette série-là ou pas? Pour cette série-là et pour d'autres en général, oui, ça m'arrive de suivre les gens. Donc t'attends, enfin tu repères un détail et t'attends qu'il soit dans la bonne position pour le faire. Oui, parfois j'attends et parfois ça m'arrive aussi de leur courir après. Non, mais c'est encore une fois, c'est tu vois, on parle de simplicité, en même temps il y a une vraie recherche derrière. L'idée est simple, la réalisation l'est pas forcément, mais en tout cas c'est un bon exemple que des fois il faut juste sauter le pas, quoi. Si on parle encore de série et d'une idée qui était relativement simple et qui a été bien exécutée, on peut aussi parler de la série que tu as fait autour de l'Arc de Triomphe emballé, ce fameux endroit où à peu près tous les 90% des photographes se sont dit j'y vais pas parce que tout le monde y a été et j'ai pas envie d'être un parmi 10 000 qui ont fait la même photo. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, il y a une infinité de points de vue en fait. Oui, c'est vrai. Déjà, comme j'habite à l'étranger, je reviens souvent à Paris, mais je suis pas là tout le temps. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu que cet Arc de Triomphe était emballé, je me suis dit, on s'en fiche qu'il y ait plein de photographes qui l'ont déjà fait, et il faut que je le fasse aussi, et que justement j'apporte mon propre point de vue à ça. Et ça reparle un peu des détails, mais justement j'étais plutôt attachée aux détails qui étaient aux alentours de cet arc de triomphe. Parce qu'il n'y a pas une photo large de l'Arc de Triomphe. En tout cas, tu ne l'as pas publié. Si tu l'as fait, tu ne l'as pas publié. J'ai essayé, mais j'ai trouvé ça très ennuyeux finalement. Ouais. J'étais à me dire ouais, c'est banal, tout le monde l'a fait, et justement il n'y avait pas ce côté accrocheur où je me suis dit ah, celle-là il y a quelque chose. Et du coup en fait je pense aussi, je repense à quelque chose que mon prof m'a dit un jour en cours. Il a dit
si tu vois quelque chose avec plein de photographes ou de gens qui photographient, fais demi-tour et prends les gens qui prennent la photo. Ouais. Et c'est une phrase qui trotte tout le temps dans ma tête. Et justement, je me suis dit, bah là, il y a justement, c'est un moment où il faut faire un 180. Et au lieu de prendre l'Arc de Triomphe, prenons ce qu'il y a autour et les gens qui interagissent avec. Et du coup, c'est vrai que c'est de nouveau une attention au détail où je photographiais beaucoup de gamins qui sautaient autour, qui soulevaient, qui soulevaient la robe de l'Arc de Triomphe pour aller voir en dessous. qui soulevaient la robe de l'Arc de Triomphe, exactement. Et justement, je me suis tellement amusée, je crois que j'ai fait 4-5 pellicules tout autour et j'ai passé 2 heures là-bas et c'était le résultat est incroyable. Ouais, mais c'est très réussi justement parce qu'on l'a beaucoup vu et finalement c'est dur de s'arrêter sur enfin c'est dur avec ce sujet-là d'arrêter les gens pour qu'ils regardent. En fait non, elle fonctionne vraiment bien cette série. J'ai beaucoup aimé le résultat et encore une fois on n'a aucun doute où on est, mais il n'y a pas un seul plan large, il n'y a pas la photo. Effectivement, tu n'as pas été faire la même photo que tout le monde. Et des fois, la photo, ça se résume peut-être à regarder les choses un petit peu différemment, d'un peu plus haut, d'un peu plus bas, d'un peu plus près, d'un peu plus loin, et pas du même point de vue, en fait. Oui, et puis comme j'ai un 35 mm focal fixe, je suis obligée de moi-même avancer. Donc, faut que j'avance, je recule. C'est moi qui marche et qui fait la démarche justement d'aller vers les gens ou de m'éloigner. Et je pense que ça aussi m'a beaucoup aidé dans mon travail à évoluer, à me dire ok, là faut que j'avance encore, là c'est bien, faut que je recule. Sur le principe, pour terminer sur cette histoire de série, j'ai souri en réalisant ça, mais quand on creuse un petit peu ton portfolio, t'as même des mini-séries thématiques qui sont placées un peu partout, c'est-à-dire que t'as les grandes séries qui sont sur ton site, et quand on va sur ton Instagram par exemple, on va avoir des séries de gens qui mangent des glaces en Italie. Plein de petites séries comme ça à droite à gauche, donc finalement tu réfléchis vraiment comme ça. Oui, en fait, alors déjà par rapport à l'Italie, ce qui est drôle, c'est qu'été comme hiver, ils mangent des glaces. Ouais. Il peut faire vraiment 3 degrés dehors, il pleut, on est tous en doudoune et ils mangent des glaces. Et en fait, ça m'a toujours fait rire. Et il y avait parce que enfin, faut être honnête, quand on mange une glace, c'est pas le moment le plus sexy. Ouais. Et du coup, j'aime bien cette scène d'humour justement où je photographiais les gens qui mangent des glaces. En fait, à force de voir les gens manger des glaces dans la rue, que ce soit été comme hiver, je finissais toujours par en photographier l'un ou l'autre. Et au final, du coup, je me retrouve. Je crois que j'en ai encore plus dans mon catalogue que je n'ai pas encore publié, mais je dois avoir au moins une vingtaine de photos de gens qui mangent des glaces. Et en fait, j'aime bien ça aussi, la répétition. J'ai aussi beaucoup de photos de gens avec leurs chiens, par exemple. Là, pour l'instant, j'attends un petit peu avant de les poster, mais parce que j'en ai 2-3 encore à éditer. Mais c'est vrai que je me retrouve souvent à photographier les mêmes choses. Alors justement, comment et pourquoi on pense en série ? Qu'est-ce que ça apporte à ta photographie de fonctionner comme ça ? C'est une bonne question. Est-ce que ça t'évite l'angoisse de la page blanche de sortir en disant je peux toujours faire ça aujourd'hui Alors, j'ai pas peur de la page blanche. Je sors tout le temps avec mon appareil. Je me souviens d'une scène où j'avais pas mon appareil et c'était tout con. J'allais au supermarché faire des courses et j'avais pas mon appareil. Et maintenant, je suis la personne qui, même quand elle va au supermarché, a son appareil avec elle au cas où. Donc, j'ai pas du tout peur de la page blanche. C'est plutôt comme je photographie mon quotidien, j'ai envie de à tout moment être prête à avoir une photo parce qu'il y a plein de photos que j'ai ratées, plein de photos que j'ai réussi d'ailleurs aussi parce que j'avais mon appareil avec moi. Et du coup, c'est vrai qu'à force, on photographie un peu les mêmes choses et donc du coup, on est attiré toujours par les mêmes choses. Mais ça te laisse du choix aussi. C'est la chasse en fait. Oui, c'est vrai que ça me laisse le choix parce que justement, si on reprend l'exemple des glaces, j'en ai peut-être 20, mais il y en a que 5 qui sont bien. Du coup, ça me permet d'avoir le choix. De faire une série aboutie. Exactement. T'es en chasse en fait de certains sujets ? Oui, souvent. D'ailleurs, ici à Dublin, en arrivant, comme je suis un peu plus loin que le centre, il y a beaucoup de renards, par exemple. Ouais. Et ça, pour l'instant, j'ai pas réussi à en photographier un, mais c'est quelque chose justement où je pense que je vais être amenée à en photographier plusieurs. Et du coup, je suis un peu à cette recherche et à l'affût de quand est-ce que cet animal va arriver et est-ce qu'il y aura une scène où justement ça vaudra le coup de photographier à ce moment-là. Si on parle de ton évolution,
Je l'ai dit en intro, t'es assez jeune, donc ça veut dire que ta photographie est assez jeune aussi. Même s'il y a des points sur lesquels tu es très évolué par rapport à des photographes plus expérimentés, entre guillemets, il y a encore des choses sur lesquelles on sent une évolution. J'ai fait un pari que j'ai perdu, on en a parlé avant d'enregistrer, qui était que les séries étaient publiées dans l'ordre chronologique sur ton site, ce qui n'est pas le cas. Mais celle en fait qui me semble la plus aboutie et celle qui est encore en cours, donc finalement elle est certainement d'une manière ou d'une autre plus récente que les autres. Je trouve que entre tes photos plus anciennes et tes photos plus récentes, tu t'es approché de tes sujets dans les photos des séries plus anciennes. Tu avais toujours une distance, on sentait que tu interagissais pas, enfin même presque que tu évitais d'interagir avec eux pour les prendre en photo. J'ai l'impression que ça s'est estompé au fil du temps en fait, et que tu t'approches de plus en plus des gens et que tu vas aller plus à leur contact. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches? Oui, je le perçois. C'est vrai qu'en commençant la photo, j'étais assez timide. Je n'osais pas trop me rapprocher, et si je prenais une photo de quelqu'un dans la rue, c'était encore pire s'il le remarquait. J'avais le cœur qui battait et les mains qui tremblaient. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus dans la façon de penser, de me dire bon, bah tant pis, il faut que j'ai cette photo, je sais qu'elle va être bien, donc il faut que je la prenne. Et je préfère la prendre et qu'elle soit au final pas si bien que ça, plutôt que de regretter et de pas être contente de pas l'avoir prise. Après, oui, il y a certains projets où j'essaye de garder cette distance, et d'autres où justement je cherche à m'imposer et je cherche un peu cette confrontation. Donc oui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué au fil du temps. D'accord, c'est que dans ton état d'esprit, c'est pas du tout matériel, tu es toujours sur la même focale, il n'y a pas Oui. pas eu d'évolution de ce côté-là. Non, pour l'instant, je shoot toujours avec mon Leica M6 et un objectif 35 mm. Ça n'a pas changé depuis le début. Parce que je te pose cette question-là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais raconter cette histoire parce que je pense qu'elle peut servir à des gens qui hésitent à aller au contact des autres. Moi, j'ai hérité il n'y a pas longtemps de ma belle-mère de son vieil appareil photo argentique, donc je m'y suis remis. C'est aussi une des raisons qui ont fait que mon œil a été attiré vers ton travail. C'est que justement, il y a ce côté argentique qu'on reconnaît, hein, on le voit tout de suite. Et avec cet appareil, j'ai hérité de deux lentilles, un 24 mm et un 105 mm, sachant que moi je shoot au 35, donc je suis pas fan du 24. Et j'ai pris le 105 et je suis allé essayer l'appareil avec le 105. Et donc j'ai commencé à prendre des photos des gens, ce que je fais plus difficilement d'habitude, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai parfois un peu de mal à m'approcher des gens pour les photographier, me mettre à côté d'eux, prendre une photo, et sourire, dire merci et y aller, alors qu'en fait, c'est pas le bout du monde. Je les ai pris en photo au 105, j'ai vu qu'ils m'ont vu, ça m'a pas dérangé, et du coup, maintenant, j'ai moins d'appréhension à y aller avec une focale plus large. Et peut-être des fois ça peut faire du bien, tu vois, aussi de fonctionner comme ça. Donc Ouais, c'est clair. c'est pour ça que je m'étais posé la question. Je me suis dit, ça se trouve, à un moment, tu as mis la main sur un 75 et tu as fait des photos des gens d'un peu plus loin. Tu t'es rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas de bouffée. Tu t'approchais d'eux avec un 35. Et c'est pour ça que je te pose cette question d'évolution du matériel, mais pas du tout, en fait. Tu as juste pris l'assurance toi-même. Pour l'instant, non, ça n'a pas changé. J'adore shooter au 35. Je trouve que c'est justement une focale qui est assez bien parce qu'on est entre le 28 ou 24 et le 50 mm. J'ai aussi évolué dans ma façon de voir la chose. Je pense par là, comme tu disais, si jamais quelqu'un me regarde, en fait, au lieu de me dire mince, il m'a vu, j'ose pas, et ben je me suis dit prends la photo quand même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs que la personne me remarque et je lui dise ah, vous avez un très beau sourire ou vous avez un très beau chapeau, quelque chose comme ça, leur dire un compliment. Et en fait c'est totalement vrai parce que sinon je l'aurais pas photographié cette personne. Et du coup, je sens que la personne, waouh, elle est, ah ok, t'es pas là pour m'espionner ou faire je ne sais pas quoi, ou faire un truc bizarre avec la photo, t'es juste là à me photographier parce que tu me trouves souriante, avec des beaux vêtements, etc. Et justement, ça m'a aidé à me dire, voilà, au pire, t'as une conversation avec cette personne. Au pire des cas, j'ai toujours aussi une carte de visite avec moi pour lui dire ah ben si la photo est bien, je vous l'envoie. Voici mon contact. Comme ça, justement, les gens se sentent pas attaqués. C'est rigolo, ça aide beaucoup. C'est rigolo ce que tu dis parce que des fois,
pour pour combattre un peu cette peur qu'on peut avoir, tu sais, t'as tendance à te forcer à aller photographier les gens de près, même s'ils ont aucun intérêt. Et en fait, j'ai l'impression que c'est là qu'on se grille. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt. T'as aucune justification à les photographier. Tu vas les photographier quand même pour te prouver que tu peux le faire et pas te faire incendier derrière. En fait, c'est avec ces gens-là que tu vas te faire cramer. Alors que quelqu'un qui a un détail, qui a quelque chose, qui a peut-être envie, qu'on le remarque aussi, et qui sera peut-être flatté qu'on remarque ce détail-là, te recevra beaucoup plus positivement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, je faisais comme tu dis, je photographie une personne en me disant, vas-y, je vais essayer, tant pis si c'est banal. Et parfois, ça arrive qu'ils s'en fichent. Parfois, justement, ils me confrontent et ils me demandent pourquoi je les prends en photo. C'est eux les plus violents, en fait. C'est comme ça que oui, tu te fusilles, finalement, non? Oui, mais en même temps, ça aide voilà, à se dire, bah, tant pis, j'y vais quand même. Et au pire, justement, ça fait tomber les murs, je trouve. Et c'était un très bon exercice quand j'ai commencé à faire ça. Et ça m'a aidé, justement, pour, comme tu disais, la série photo sur Paris. J'ose maintenant. Ouais. Et il n'y a rien qui se passe après. Ça se sent. Enfin, il y a une vraie belle évolution dans ta photographie, je trouve. Merci. Et ça annonce des encore meilleures choses. On a l'habitude de clôturer la partie philosophie photo en parlant d'une image en particulier. C'est une image un petit peu particulière dans le sens où c'est pas toi qui as appuyé sur le déclencheur, mais c'est toi qui l'as conçu de A à Z. Donc on va te l'attribuer quand même, même si c'est ton mari qui a appuyé sur le bouton au moment où il fallait l'appuyer. Mais je la trouve tellement géniale cette photo. On va dire que c'est un bon 60% qui fait que j'ai repéré cet article. Je me suis dit mais elle a l'air trop sympa, les photos derrière étaient super, c'était plein d'humour, c'était génial. C'est comme ça que j'ai décidé de t'inviter. C'est l'autoportrait de ton article dans Japan Camera Hunter. Pour ceux qui n'ont pas vu cet autoportrait, je vais le prendre et je vais vous le décrire et vous pourrez aller le voir. Normalement vous auriez dû, les auditeurs, aller le voir dès le départ de l'épisode, puisque je vous ai dit d'y aller. Mais c'est toi avec tes 3 appareils photo Leica autour du cou. On dit pas un caméscope, une caméra Super 8 à l'œil, toute souriante. Et ça résume en fait beaucoup de qui tu es, j'ai l'impression. Elle est extrêmement réussie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette photo? J'imagine que c'est la seule qui a été faite spécialement pour l'article de Japan Camera Hunter. Elle n'a pas été faite spécialement pour l'article. En fait, je cherchais une nouvelle photo de profil et en fait au début, donc c'est mon mari qui a pris la photo, mais c'est moi qui ai tout préparé, tout mis en place. Et d'ailleurs sur mon site il y a une autre photo, mais je suis habillée pareil parce que c'est le même shoot finalement, et qui est un peu plus sérieuse. Et en fait à la fin on s'est un peu marré et on s'est dit tiens, et si tu faisais comme ci comme ça, parce que je déteste me prendre en photo. C'est un peu, je crois, le comble pour un photographe. Non, je crois qu'on est tous derrière l'appareil pour une bonne raison en vrai, et c'est qu'on n'aime pas être devant. Non, c'est vrai. Moi je suis plus à l'aise derrière que devant, mais c'est vrai que du coup on s'est un peu dit viens on va tester autre chose. Et c'est lui qui a proposé d'ailleurs l'idée en me disant vas-y, mets toutes tes caméras sur toi, ça va être rigolo. Et c'est celle-là que j'ai choisie justement pour l'interview de Japan Camera Hunter, parce que justement ça montre un peu mon caractère. Et en fait c'est vrai qu'au début quand on me rencontre, on me dit souvent que je suis un peu timide, un peu en retrait, mais quand on apprend à me connaître un peu plus, je suis plus comme je suis sur la photo, c'est-à-dire à être rigolote, à faire un peu la folle. Et c'est vrai que du coup ça me représente pas mal. Mais moi j'ai pas douté une seconde que c'était le vrai toi, cette photo en fait. C'est même si effectivement il y a le côté un peu réservé au premier contact, mais derrière, enfin j'ai pas de doute du tout sur le fait qu'elle te représente vraiment. Et c'est un vrai beau portrait réussi, tu vois. Je pense que tu l'as bien conçu. Ton mari peut être fier, surtout s'il n'est pas photographe, d'avoir participé à cette je lui dirais non, il n'est pas du tout photographe. parce que franchement elle est vraiment vraiment réussie, et j'étais persuadé qu'elle avait été faite pour Japan Camera Hunter, parce que elle cadre tellement parfaitement avec l'interview du qui es-tu. Mais en fait c'est vrai que c'est logique si tu as essayé d'exprimer qui tu es dans une photo, que finalement elle fonctionne dans cette situation là. C'est vrai.
Si on parle côté plus business, c'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors pour le moment c'est un peu compliqué parce que comme je le disais, je viens de déménager il y a un mois à Dublin, donc pour l'instant je suis un peu entre travail. J'ai fait des études de marketing, donc c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelque chose là-dedans. Pour l'instant je ne vis pas de la photo malheureusement parce que j'ai commencé il y a 1 an et demi. Je sais que c'est un métier qui demande beaucoup de temps pour en vivre pleinement, mais j'aime tellement ce que je fais que je lâche pas et j'espère pouvoir en vivre d'ici quelques années pleinement. Juste pour situer un petit peu, il y a 1 an et demi, débutait une petite chose qui s'appelle la crise du Covid. Exactement. Parce que les gens peuvent écouter ça dans quelques années et pas percuter ça. Mais effectivement, tu t'es lancé dans la photographie à peu près au pire moment qui soit pour débuter professionnellement, puisque le monde s'est arrêté de tourner pour tous les photographes à cette période-là. Non, oui, donc c'est juste pour situer un petit peu dans le temps qu'effectivement, c'était pas forcément le meilleur timing non plus pour démarrer la photo. Si tu pars dans la profession de photographe, tu te vois faire quoi? Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis en train un peu de voir comment je pourrais me lancer. Après, pendant mes études de photo, je me suis spécialisée en fait dans la photo studio. Donc, je faisais pas du tout de la photo de rue avant. C'était vraiment à côté en tant qu'hobby. Et quand j'étais dans cette école, donc, je me suis lancée dans la photographie culinaire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'espère pouvoir trouver des clients dans ce milieu-là parce que je suis assez gourmande en plus, donc j'aimerais bien pouvoir faire de la photo culinaire. Donc pour l'instant, je suis en train de voir comment je vais pouvoir me lancer. Ce qu'il y a de bien dans la photographie culinaire, c'est que souvent tu peux manger les plats ou au moins les goûter après. Oui, c'est l'avantage. Ça a des bons et des mauvais côtés, c'est qu'après la balance elle aime pas non plus. Mais oui, c'est un autre débat ça. C'est un bon business en tout cas. Oui. Est-ce que alors du coup, tu viens de nous dire que tu vas faire que si tu faisais quelque chose, ça serait probablement de la photographie culinaire. En même temps, t'es pas connu pour ça, t'es connu pour ta street photographie. Tu te verrais éventuellement te lancer dans quelque chose, plus de reportage, plus de photos, comment on dit, humaniste. Je sais pas si c'est le terme exact, mais je sais pas, de documentaire. Ouais, de la photo documentaire peut-être plus, oui. Oui, j'aimerais beaucoup faire de la photo documentaire. D'ailleurs, je suis pas mal en recherche de projets un peu plus long terme pour pouvoir envoyer justement des portfolios à différents magazines. Après, de nouveau, comme je viens d'arriver, je suis tout nouveau dans le milieu irlandais. Donc, c'est pour ça en fait que je dis d'abord peut-être trouver si je trouve dans la photo, trouver dans le côté culinaire parce que j'aime bien ça et que c'est un aspect, ok, on me connaît pas pour ça, mais j'aime bien le faire. Donc pourquoi pas? C'est un moyen plus rapide, on va dire, de se faire de l'argent en tant que photographe, alors que le documentaire ou photo de rue, ça met un peu plus de temps. Après, oui, j'aimerais bien être plus connue pour la photo de rue parce que c'est de base ma vraie passion. Ouais. Et donc oui, pourquoi pas au fil du temps plus m'axer dans la photo documentaire, travailler avec des magazines ou être envoyé pour faire un reportage quelque part. Toujours en argentique ou tu serais prête à retourner au numérique pour ça? Je serais prête à aller au numérique, mais c'est vrai que si l'option est de pouvoir faire à l'argentique c'est avant tout la passion qui m'a lancée dans la photo de rue, donc ça serait très bien. D'accord. C'était, tu vois, ma question suivante. C'est que pour l'instant, tu photographies la vie quotidienne en argentique. Et est-ce que c'est à la fois un travail ou une passion? Est-ce que c'est plutôt un travail ou est-ce que c'est plutôt une passion? Quand je te demande ça, c'est parce que je vois que tu as quand même eu des expositions, tu as eu des prix, tu as été publié dans des magazines, dans des revues. J'ai vu que tu avais été publié dans le Epic numéro 1, ce qui est quand même pas rien. Elle est très belle cette revue d'ailleurs, Epic. Oui, j'adore. C'est une belle revue, un bel objet. Et je me suis surpris, j'ai les 3 derniers, j'avais raté le 1 et le 2 malheureusement, mais je me suis surpris à les rattraper régulièrement et à les relire. Et c'est un beau tirage, j'aime vraiment beaucoup. Mais donc oui, tu as des publications, tu as des expositions, tu fais de la vente de tirages, tu sors tes impressions toi-même en chambre noire. Il y a quand même une dimension travail où tu vas aller chercher quand même quelque chose là-dedans.
Oui, pour l'instant, malheureusement, j'en vis pas. C'est pour ça que je dis que pourquoi pas varier un peu la source de revenus en tant que photographe. Après, oui, j'ai envie de dire mon cœur de métier serait plus le côté photo de rue et documentaire. Et c'est vrai que je vais plus chercher justement à participer à des compétitions, à des festivals de photos. Et j'ai l'impression que c'est ça qui marche aussi. Donc, si possible, j'aimerais bien continuer là-dedans. Et sinon, je diversifierai. Comment tu fais pour participer à toutes ces choses-là? Comment on est publié, par exemple? Je connais des gens, moi, qui essayent régulièrement d'être publiés depuis longtemps, qui n'y arrivent pas. Comment tu aurais un conseil pour y parvenir? Oui, bien sûr. Déjà, persévérer. J'ai postulé à beaucoup de trucs où je n'ai jamais été sélectionnée. Je pense, par exemple, à Lens Culture ou des trucs comme ça, où il y a tellement de monde que c'est très dur de finalement sortir du lot. Ce que je conseille, c'est de commencer par des petites institutions qui justement n'ont pas autant d'adhérents à chaque appel à candidature. Et moi, c'est comme ça que justement j'ai eu mon premier. C'est comme ça que j'ai eu ma première exposition. J'ai participé au festival de photos à Antiparos en Grèce, et c'est comme ça que j'ai été sélectionnée. Et on m'a dit qu'il y avait eu que une cinquantaine de participants. D'accord, donc c'est vrai que tu as plus de chance en fait. Voilà, sur 50 personnes, il y a plus de chances d'être sélectionné. Et ils en choisissaient 15. Donc 15 photographes sur 50, c'est vrai que du coup, il y a plus de possibilités. Donc ça serait mon premier conseil. Par rapport à Revue Épique, par exemple, ou aussi le magazine du Monde, parce que j'ai été aussi sélectionnée pour ça, c'est d'utiliser leur hashtag. Après, je le mets sur beaucoup de photos et j'ai été republiée une fois pour chaque magazine. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est clé. C'est très important en tant que photographe pour être connu, pour être visible et pour justement aller chercher les opportunités. Il faut être constant en tout cas là-dessus. Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai boulot à temps plein. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? La réponse est non. De nouveau, comme je le disais, j'ai commencé il y a 1 an et demi et c'est vrai que pendant le Covid, c'était pas facile. Là aussi, s'ajoute un déménagement qui fait que j'ai pas pu prendre le temps de chercher de manière intensive des potentiels clients, mais je perds pas espoir. D'accord, ça va se lancer finalement. Tôt ou tard, ça va prend le temps. On voit le bout, j'ai l'impression qu'on voit le bout de la crise du Covid. Donc maintenant, je croise les doigts parce que j'ai déjà dit 2-3 fois. Et à chaque fois, au moment où ça avait l'air de reprendre, on s'est repris un petit coup sur le coin de la tête finalement, on va rester encore 2-3 mois en semi-confinement et tout est reporté de nouveau de 3-4 mois. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie cette fois-ci. On arrive à la conclusion de l'épisode. Quel est le pire moment de ta carrière ? Je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Pour le moment, je touche du bois, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu vraiment de moments négatifs. Après, je crains que ça arrive un de ces jours. J'espère le plus tard possible. Il n'y a pas de confrontation, pas de pépins particuliers? Non, pas particulier. J'ai eu 2-3 clients où la communication c'était difficile, mais je veux dire, on s'en est toujours sorti. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose de très grave. C'est bien. En tout cas, au pire, tu le vois comme une expérience en tout cas. Exactement. Je pense qu'en tant que jeune photographe, justement, c'est ce genre d'expérience, il faut le prendre comme une leçon et justement, ça prépare pour la prochaine expérience et à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire différemment. C'est un très bon état d'esprit. C'est un très très bon état d'esprit de ne pas se laisser abattre par des choses qui sont au final que des leçons. Et justement, c'est le bon moment pour prendre quelques leçons. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Alors, je pense pas à un moment particulier. Pour l'instant, je suis très heureuse de tous ces moments, toutes ces opportunités que j'ai eues, comme ces expositions, ces repartages dans des magazines. Franchement, c'est quelque chose, j'aurais jamais imaginé ça il y a 1 an et demi. J'ai eu beaucoup d'opportunités comme cette interview de podcast avec toi ou celui sur Japan Camera Hunter et je trouve que ça va à une vitesse et je suis tellement heureuse
de finalement évoluer comme ça. Ouais, mais après, c'est des successions de petites choses, en fait, parce que ton travail publié dans une revue t'amène à publier des choses qui te font repérer par Japan Camera Hunter, qui font que tu tombes dans mon feed et que je trouve que ce que tu fais est génial, enfin, tu vois, c'est une évolution logique. En fait, c'est des petites gouttes d'eau qui poussent et qui font déborder un petit peu le vase dans une direction, et puis finalement, c'est un beau cheminement, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ton travail, je l'ai déjà dit, je le répète, et je pense que ça va être de mieux en mieux, et je continuerai à suivre ce que tu fais de très très près dans les années à venir. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Est-ce que je peux te donner plusieurs noms ? Tu peux me donner plusieurs noms tant qu'il parle français. Okay. Oui, français. Alors, je pense à Cédric Roux. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette... J'ai déjà eu cette suggestion. Et c'est dans mes petits papiers, il faut que je le contacte. Parce qu'il vient de sortir il va sortir un livre. Pour l'instant, c'est en cours, c'est pas encore sorti tout à fait, je crois. Et c'est un photographe que j'admire beaucoup. Il a un collègue aussi qui s'appelle Philippe Blaillot, qui est aussi un photographe de rue que j'apprécie beaucoup. Et sinon, je pense à une photographe qui s'appelle Joséphine Bruder. Je ne sais pas si je prononce son nom de famille correctement, mais je l'ai découvert suite à l'écoute d'un autre podcast, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'accord. C'est très dans le détail. Je vais noter ça, je vais aller voir d'un petit peu plus près. Je les mettrai en lien dans les notes d'épisode pour que les gens puissent aller se faire une idée et m'envoyer des messages pour voter sur qui ils veulent voir arriver prochainement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quelles sont les adresses de ton site pour les gens qui veulent en savoir plus pour toi ? Alors sur Internet, vous pouvez me retrouver sur valentinedevillemer.com ou sur Instagram sous le nom de Fragmented Street. Et si jamais il y a des Belges qui passent par là, pour l'instant j'ai une exposition à l'Encadreur des artistes jusqu'au 31 mars où j'expose des photos sur Paris et sur Milan. N'hésitez pas. C'est beau. Écoutez, allez-y les Belges, vous nous envoyez des photos avec un petit hashtag DLODP. Merci à toi d'avoir participé à cet épisode. Et puis j'espère qu'on aura l'opportunité de faire une sortie photo ensemble sur Paris dans les mois qui viennent. Avec plaisir. À très bientôt. Je te contacte quand je serai sur Paris. Là, avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.